Prestation de serment des présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême devant le chef de l'État qui les a invités à consolider l'état de droit et la paix sociale. Dans ce 13h, nous allons nous rendre à New York où la ministre Anne Ouloto a fait le point des acquis de la Côte d'Ivoire à la tribune de l'ONU, les acquis concernant la situation de la femme dans notre pays. Et puis Ebola, le cap de 10 000 décès franchis selon l'OMS. Bonjour à tous. Mamadou Koné et René François Afing Kwasi ont prêté serment hier devant le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a invité le nouveau président du Conseil constitutionnel et celui de la Cour suprême à travailler dans le sens de l'état de droit. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Ils sont officiellement investis pour exercer leur mission, les nouveaux présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. Cela à l'occasion d'une double cérémonie solennelle de prestation de serment ce jeudi 12 mars 2015 devant le président de la République, Alassane Ouattara. C'est M. Koné Mamadou qui, le premier, a prêté serment en sa qualité de président du Conseil constitutionnel après que le président de la République a ouvert l'audience demandant au secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly, de présenter son décret de nomination. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position dans le domaine politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État, après avoir félicité le président du Conseil constitutionnel, l'a invité à œuvrer pour permettre à cette institution d'inspirer davantage confiance aux yeux de tous. Monsieur le président du Conseil constitutionnel, mon ambition est que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire soit respecté et inspire confiance, à l'instar des cours et conseils constitutionnels des pays modernes. Votre jurisprudence doit être citée en exemple par l'ensemble de notre système judiciaire et même au-delà de nos frontières. Vous devez faire en sorte que nos concitoyens continuent de voir le Conseil constitutionnel sous un regard nouveau. Vous devez apparaître comme le défenseur privilégié et vigilant des libertés fondamentales de nos concitoyens. Après M. Koné Mamadou, c'est au tour de M. Afing Kwasi de prêter serment en tant que président de la Cour suprême. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême, et de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Le président de la République, comme il l'a fait avec le président du Conseil constitutionnel, a engagé M. Afing Kwasi à faire en sorte que la Cour suprême demeure l'une des institutions crédibles en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, c'est un défi majeur qu'il conviendra de relever pour donner un sens à tous les efforts de développement entrepris par le gouvernement. La justice doit plus que jamais rassurer, car elle constitue le dernier rempart de toutes les initiatives de développement économique et social. À cet égard, la Cour suprême, instance la plus élevée de l'appareil judiciaire, doit jouer pleinement son rôle régalien. Elle doit montrer le chemin par la pertinence et la justesse de ses décisions. M. Afing Kwasi, on le sait, a été nommé pour succéder à M. Koné Mamadou, qui lui a été nommé en remplacement de M. Francis Vaudier suite à sa démission. Pour la réussite des missions respectives qui sont désormais les leurs, le président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué pouvoir compter sur eux.
Du palais présidentiel, rendons-nous à l'hôtel du Golfe où le Premier ministre a ouvert hier la 38e session extraordinaire des ministres de l'OHADA. Information essentielle, les États sont invités à s'acquitter de leur contribution au budget à la bonne date. Les détails avec Léon Brun. 4 grands dossiers sur la table de la 38e session du Conseil des ministres de l'OHADA, rapport financier de l'institution, statut du personnel, élection des juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage, point de la mise en œuvre du droit des affaires dans les États membres. Au total, 2 jours d'épreuve sur les bords de la lagune ébriée pour les ministres de la Justice et de l'Économie pour permettre à l'OHADA d'affirmer davantage sa présence. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, cet outil d'intégration communautaire pour promouvoir la sécurité juridique et judiciaire. Le fait que les opérateurs économiques, les investisseurs soient assurés de ce que dans cet espace, qu'ils soient au Mali ou en Côte d'Ivoire, ils ont affaire aux mêmes règles de droit, ils ont affaire à la même législation. C'est une sécurité judiciaire, c'est une sûreté, c'est une garantie que leurs investissements en Côte d'Ivoire sont protégés parce que ce n'est pas la loi nationale qui va s'appliquer, mais une loi communautaire. À l'ouverture des travaux qui s'achèvent ce vendredi, le secrétaire permanent n'a pas été le seul à vanter l'apport de l'OHADA dans l'amélioration des performances économiques de l'Afrique et de ses 17 États membres. Le professeur Dorothée Kossi-Sosa a reçu l'appui du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Selon les données du Fonds monétaire international, l'Afrique subsaharienne devrait maintenir une croissance économique robuste estimée à 5% en moyenne en 2013-2014, avec une prévision de 5,7% en 2015. En Côte d'Ivoire, l'amélioration du climat des affaires à l'aune du droit OHADA et les profondes réformes macroéconomiques, structurelles et sectorielles réalisées par le gouvernement ont contribué fortement à la relance de l'investissement et permis à notre pays d'améliorer notamment son classement au Doing Business de la Banque mondiale. Ces résultats économiques en Côte d'Ivoire sont la conséquence de rigoureuses réformes de l'environnement des affaires pour assurer les investisseurs. Illustration avec le tribunal du commerce d'Abidjan, une raison pour le chef du gouvernement d'exhorter la 38e session du Conseil des ministres de l'OHADA à des conclusions qui favorisent l'émergence de l'Afrique tout entière et de la Côte d'Ivoire, notre pays qui préside pour un an aux destinées de l'OHADA, dont il abrite également la Cour de justice et d'arbitrage. Intéressons-nous à la conférence internationale sur l'émergence qui va se tenir du 18 au 20 mars prochain. Avant la rencontre, hier, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a situé les enjeux de cette conférence. 4 pays et plus de 300 experts sont attendus. Lassine Bakayoko. Les pays africains en croissance continue depuis une dizaine d'années se retrouvent du 18 au 20 mars prochain à Abidjan. Autour d'une conférence internationale sur l'émergence, ils doivent identifier les stratégies opérationnelles en vue d'articuler dans un ensemble cohérent les initiatives nationales, régionales et continentales devant conduire à l'émergence. Il s'agit de constituer des réseaux de partage de connaissances entre pays africains et pays émergents afin d'accélérer le processus par une croissance inclusive. Ce que nous attendons de cette conférence, c'est que nous puissions non seulement échanger entre nous, mais au-delà faire des recommandations fortes qui vont inspirer la politique de la Côte d'Ivoire et de tous les pays africains, mais également mettre en place un réseau qui nous permettra d'entretenir ce qui aura été construit ici. Aujourd'hui, le plus grand défi pour beaucoup de pays africains est de savoir comment aller au-delà de la simple croissance économique pour accéder à l'émergence, processus de transformation structurelle par une réduction massive de la pauvreté. On ne peut pas prétendre être un pays émergent quand la moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il ne s'agit pas de répliquer ce que la Chine a fait, mais de le mettre dans le contexte qui est le nôtre et de voir comment on peut donc s'inspirer de ces expériences-là pour donc sortir nos populations de la pauvreté. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement travaille à planter le décor qui permettra au cours de la prochaine législature d'atteindre effectivement ces objectifs à l'horizon 2020. Cette conférence réunira 40 pays et environ 300 experts issus du monde politique, administratif, universitaire et entrepreneurial
en provenance des 5 continents. Le président Alassane Ouattara animera un panel de haut niveau à cet effet. Dans le domaine de la santé, et vous allez le voir en image, Ebola en Afrique de l'Ouest a causé plus de 10 000 décès. Dernier bilan de l'OMS actualisé au 10 mars. Au total, 24 350 personnes ont été affectées par cette épidémie, selon ce bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Il avait été momentanément interrompu suite à la fermeture des frontières terrestres entre la Côte d'Ivoire et le Libéria durant justement l'épidémie d'Ebola. Mais aujourd'hui, le processus est à nouveau relancé. Les détails avec Christelle Ménan. Environ 8 000 réfugiés ivoiriens vivant au Libéria, prêts à revenir dans leur patrie d'origine. C'est ce que révèle une étude menée auprès des 38 000 réfugiés résidant dans les camps tenus par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'organisation, avec les gouvernements ivoiriens et libériens, a tenu la 4e réunion de la commission tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens. Le retour est volontaire. Nous sensibilisons, nous relayons le message du président. Aujourd'hui où la paix est revenue et que le pays est en chantier, comme on le dit, on est au travail, il est bon qu'ils reviennent et prennent la place qui leur revient de droit dans ce concert-là. Diverses vagues de rapatriement volontaire se sont suivies et ont permis de réduire de 200 000 à 38 000 le nombre de réfugiés ivoiriens vivant au Libéria. Des rapatriements interrompus par la flambée épidémique de fièvre à virus Ebola survenue au Libéria. Des dispositions ont été prises au cours de cette réunion. Elles concernent la réintégration sociale et scolaire des réfugiés, mais aussi l'organisation de couloirs humanitaires qui devraient requérir l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Autre recommandation pratique, la reprise du rapatriement volontaire dès le 6 avril 2015. Sont enfin prévues des missions de sensibilisation de part et d'autre afin d'encourager le retour volontaire du maximum de réfugiés ivoiriens. À l'ONU, la condition de la femme dans le monde est à l'ordre du jour. La 5e session ONU Femmes est essentiellement consacrée au bilan des recommandations de Beijing 20 ans après. La Côte d'Ivoire est représentée à cette rencontre par une délégation conduite par la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et de la Solidarité. Anne-Désirée Ouloto a dressé sur place les acquis en Côte d'Ivoire. Extrait. Mesdames et messieurs, 20 ans après la conférence de Beijing, mon pays enregistre les avancées suivantes au niveau juridique et institutionnel. Nous avons entamé la révision de nos textes conformément aux recommandations internationales et régionales en vue de l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment la loi sur le mariage et le code de la nationalité. Au niveau des mécanismes de coordination et de suivi, l'on note la création d'un observatoire national de l'équité et du genre, la mise en place du Conseil national de la femme, la création de plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre, la création du réseau national pour la promotion de l'éducation des filles. Au niveau de l'autonomisation socio-économique des femmes et de la lutte contre la pauvreté, l'État a renforcé les fonds d'appui aux femmes d'un montant de 5 milliards de francs CFA, soit 10 millions de dollars, contre 1 milliard de francs CFA, soit 2 millions de dollars. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bien que de nombreuses actions aient été entreprises, 2 défis majeurs restent à relever: la lutte contre l'analphabétisme féminin, l'élimination des pesanteurs socio-culturelles. Le facteur déterminant qui a contribué au progrès accompli dans la mise en œuvre du plan d'action de Beijing est l'affirmation de la volonté politique du chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui est profondément attaché à la justice sociale et à l'égalité des chances, a inscrit l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le projet de gouvernement qu'il a porté au pouvoir en octobre 2010. 20 ans après Beijing, la Côte d'Ivoire fait le bilan. À Bouaké, des tables rondes sont organisées pour impliquer les femmes dans la lutte contre les discriminations faites à leur endroit. Les femmes ont été exhortées à faire des propositions pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le reportage sur Corona, commentaire Kader Sogodogo. Un tiers des femmes dans le monde subissent des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Chaque jour dans le monde, environ 1000 femmes meurent pendant l'accouchement,
à cause des inégalités en matière de droits reproductifs et d'accès aux soins de santé. Pour améliorer les conditions de vie des femmes, en septembre 1995, la 4e conférence mondiale sur les femmes a regroupé près de 189 pays et 17 000 participants à Pékin, en Chine. Cette conférence internationale visait à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes partout dans le monde. Des engagements dans 12 domaines ont été pris par les pays participants. Les femmes et l'environnement, les femmes et la prise de décision, la petite fille, la violence à l'égard des femmes, les droits fondamentaux de la femme. 20 ans après la conférence de Pékin, chaque pays a décidé de faire le bilan des acquis et relever les points de blocage. Il ne suffit pas de rester entre 4 murs et puis dire qu'on prend des décisions. Est-ce qu'on touche nos sœurs rurales, les plus concernées même? Non, je pense que non. Et donc, c'est vrai de prendre les décisions, mais il faut toucher à ces couches-là pour dire qu'on a pris des décisions. À Bouaké, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a initié une table ronde. Le contenu de la conférence de Pékin a été expliqué aux leaders des associations, ONG féminines et chefs coutumiers et religieux. La tenue de cette table ronde intervient à la veille de la 22e journée internationale de la femme. Cette rencontre a permis aux femmes de prendre conscience qu'elles doivent elles-mêmes prendre une part active dans leur autonomisation. Ce qui nous emmène à parler de la célébration en elle-même. La Journée internationale de la femme a été marquée par des cérémonies éclatées sur tout le territoire national. À Agboville, Divo, Boisflé, Guibérois, les temps forts avec Chantal Eouman-Kandan et Thérèse Tapeyoboué. À Guibérois, les femmes ont marqué cette célébration par un grand défilé sur l'artère principale de la ville. Selon les intervenants, la situation de la femme dans la région du Go n'est pas reluisante. Il s'agit du faible taux de la scolarisation de la jeune fille, le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile, la recrudescence des viols, des violences sexuelles caractérisées par le viol. D'autres situations, notamment l'inaccessibilité des femmes à la terre, à l'héritage et surtout la maltraitance liée au rite du veuvage, ont été relevées. Des populations ont été invitées à mettre fin à toutes ces pratiques. Dans la région du Lodjibois, les femmes sont venues de Divo, Guitry, Yiré, Zikiso pour se célébrer à Lakota. 15 femmes entreprenantes choisies dans les 3 départements ont été récompensées. Avec elles, 6 femmes du 3e âge ont reçu des diplômes. Le président du conseil régional, Zagba Kobena, a promis que le conseil restera aux côtés des femmes pour les accompagner dans leur quête d'autonomie. Il a invité les chefs de terre du Lodjibois à céder des parcelles cultivables aux femmes du milieu rural. À Boisflé, cette journée dédiée aux femmes a été l'occasion pour les associations féminines de marquer une pause et faire le bilan de leurs actions menées pour leurs droits, leur indépendance et leur autonomisation. Thérèse Ndriyouman, marraine de la cérémonie, a indiqué que le thème choisi, Beijing plus 20, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente, est important. Elle a invité ses filleuls à emprunter ce train de l'émergence. La marraine a réitéré son soutien dans la mise en place d'une plateforme de la lutte contre la pauvreté des femmes. Les autorités locales ont exhorté les femmes à se battre davantage pour leurs droits et leur autonomie financière. La célébration régionale de la Journée internationale de la femme dans le département d'Agboville a été l'occasion pour les femmes venues de toutes les contrées de la région de réaffirmer leur volonté d'œuvrer pour le développement de leur localité. Leur autonomisation fait également partie de leurs préoccupations. La directrice régionale de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, Gisèle Nguessan Ndoua, a salué l'engagement des femmes, occasion pour elle de rappeler que malgré l'intensification de la lutte sur le terrain, les violences basées sur le genre, dont la persistance des mariages forcés, les mutilations génitales féminines ainsi que les harcèlements de tout type persistent. La commémoration de la Journée internationale de la femme cette année coïncide avec le 20e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue en 1995 à Beijing, en Chine.
Et en bref, la Journée internationale de la femme a été célébrée cette année sans elle, sans la présidente de la coopérative de commercialisation de produits vivriers de Cocody, Botilou Rosalie, est décédée le lundi 15 décembre dernier. Ce matin, levée de corps à Ivosep, inhumation demain samedi à Zionoula. Botilou Rosalie était âgée de 55 ans. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter, Grace Kando. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le ministre Nyamia Konan a rencontré les étudiants et les enseignants de l'université Alassane Ouattara pour mettre fin au mouvement de grève entamé par les étudiants. Au thème de la rencontre, le calme est revenu à l'université. Reportage Ouattara Amadou, commentaire Kader Sorodogo. Portail fermé, vacarme assourdissant. Situation annulant toute activité académique à l'université Alassane Ouattara ce jeudi matin. Informé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu sur les lieux. Après des difficultés d'accès, Nyamia Konan réussit à créer un cadre d'échange avec les étudiants grévistes. À l'origine de ce mécontentement, l'insuffisance de salles de travaux dirigées, la difficile connexion à Internet, les problèmes de logement et de transport. Face à ces nombreux problèmes, le ministre a annoncé des mesures. Cependant, il a déploré le fait que la violence soit le seul recours pour se faire entendre. Nous allons pouvoir mettre en place en Côte d'Ivoire une véritable université numérique. C'est-à-dire des ressources pédagogiques libres et gratuites auxquelles les étudiants pourront accéder sans être obligés de s'entasser dans un amphithéâtre. Et nous avons besoin que ce temps ne soit pas interrompu par des mouvements d'humeur pour lesquels nous allons distraire une partie du temps. C'est les échanges qu'on a eus. J'espère qu'ils ont compris. Après plus d'une heure d'échange, la situation s'est calmée. Mais l'université Alassane Ouattara n'est pas sortie de la zone de turbulence. Les syndicats d'enseignants réclament le paiement des heures complémentaires et de soutenance. Amant pour permettre aux travailleurs d'améliorer leur niveau d'études et de connaissances, un établissement de formation vient de mettre à leur disposition des modules de formation dans le but de les perfectionner. Chantal et Oumar Kandan. L'émergence de la Côte d'Ivoire, les populations, les cadres et les élus de Mont y croient. Pour eux, c'est un combat quotidien. Pour atteindre cet objectif qui fera de la Côte d'Ivoire un pays qui compte, l'accent est mis sur la santé, l'éducation et la formation, d'où l'implantation d'un établissement de cycle supérieur en vue de permettre aux travailleurs de se perfectionner. Ces actions sont à l'initiative des fils et filles de la région. Parmi eux, Laman Koné, félicité pour ces actions. Des actions qui tendent à améliorer la qualité des ressources humaines dans la région du Tongpi. Sur place, autorités administratives, cadres et fondateurs ont encouragé les participants à la formation continue, en mettant en pratique tout ce qui a été appris pour la bonne marche de la société en vue de l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'aéroport de San Pedro électrifié, la mise sous tension en présence du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Tungara. Le point avec Thomas Kessambi. À la demande expresse du chef de l'État Alassane Ouattara, Fela Lumière pourra désormais illuminer de sa robe étoilée tout le périmètre de l'aéroport de San Pedro. La mise sous tension de l'éclairage de ce lieu stratégique s'est faite par le premier responsable gouvernemental de l'énergie. Les agents de sûreté SAM qui sont chargés d'assurer la sûreté des vols. Alors, ils ont la lumière sur la piste et ils dormaient dans l'obscurité. Le président a demandé que ceci soit corrigé et je suis très heureux. Par cet acte, c'est le travail d'exploitation qui gagne désormais en efficacité, au dire de ce responsable de la Sodexam. Quand nous avions des avions qui viennent la nuit, surtout que Air Côte d'Ivoire opère la nuit, nous avons du mal à parquer les avions dans cet espace-là. Et voici qu'aujourd'hui, c'est une chose faite. On a mis des projecteurs, mais l'espace n'était suffisant pour parquer tous les véhicules qui viennent. Mais voici que la situation est libérée et nous sommes vraiment heureux. Maître d'œuvre de l'opération, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie assure et rassure sur la bonne exécution du programme présidentiel en la matière.
Grand bénéficiaire sans doute de cet éclairage, les habitants des environs ne boudent pas leur plaisir à rester sous les lampadaires nouvellement allumés. Dans le Bas-Sassandra, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a visité le CAFOP de San Pedro. Objectif, toucher du doigt les réalités du terrain. Abou Sanogo. Visite de Kandia Kamisoko Camara sur le site choisi pour la construction du centre d'animation et de formation pédagogique de San Pedro. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Je suis très heureuse d'observer que les travaux s'exécutent normalement parce que le chantier a commencé il y a seulement quelques mois. Mais d'après le responsable du chantier, les travaux vont s'achever dans 2 mois. Parce que nous devons organiser très bientôt le concours de CAFOP. Donc dès que ce chantier-là sera achevé, nous allons affecter ici les prochains élèves maîtres qui seront admis au concours de CAFOP. La future école chargée de former des instituteurs sera bâtie sur une superficie de 7 hectares. Elle va comporter 4 bâtiments R+1 comprenant 12 salles pédagogiques, des bâtiments administratifs, une salle polyvalente, 2 blocs sanitaires, une cantine, des toilettes et des aires de jeu. Le CAFOP de San Pedro sera opérationnel dès la rentrée scolaire prochaine. D'autres réalisations vont suivre, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. En plus de ce CAFOP, nous avons en projet la construction d'un lycée de jeunes filles avec internat. Il y aura un lycée d'excellence qui sera construit à San Pedro et un lycée technique. Nous avons décidé de construire des lycées régionaux, tout comme les lycées d'excellence et les lycées techniques. Nous voulons décentraliser l'école. Le CAFOP de San Pedro, dont le coût est évalué à environ 250 millions de francs CFA, est situé à l'entrée sud-est de la ville balnéaire, sur l'axe San Pedro-Soubré-Sassandra-Méagui. Assainir les localités dans le cadre de la visite d'État du président de la République. C'était l'objectif de l'opération de rachat de sachets de bouteilles, opération qui a pris fin samedi 7 mars dernier. C'est une opération lancée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mamadou Kwasi. Pour cette visite d'État du président de la République dans le district du Bas-Sassandra, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers la commission aménagement, propriété et assainissement CAPA, initie l'opération de rachat des sachets et bouteilles plastiques. Les objets ramassés au cours de cette période sont rachetés au prix d'un seau, qui est de 500 francs CFA. 2 raisons motivent cette opération selon un responsable de la CAPA. D'abord, débarrasser la ville des sachets qui encombrent, qui remplissent nos caniveaux, nos réseaux de drainage d'eau. Et puis, en deuxième point, envoyer ces sachets-là au niveau d'Abidjan où nous avons des industriels qui les attendent pour les transformer. Cette opération a sillonné toutes les localités visitées par le chef de l'État au cours de cette tournée dans le Bas-Sassandra. À l'heure du bilan, c'est la satisfaction totale. Actuellement, nous avons atteint à 85% nos objectifs. C'est d'abord maintenir l'état de salubrité assez satisfaisant au niveau de San Pedro. Si vous voyez, vous ne trouverez pas, vous sillonnez les grandes artères, vous ne trouverez aucun papier, aucun sachet sur les artères, sur les espaces publics. Pour accompagner ces initiatives de salubrité, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a offert des matériels d'entretien à tous les chefs-lieux de département du district du Bas-Sassandra. En bref, la Kota sur la voie de la Renaissance, longtemps classée comme une ville morte du fait de problèmes d'électricité et de voirie. Aujourd'hui, grâce au programme d'aménagement et d'embellissement, les autorités locales ont décidé de donner un visage reluisant à la ville. Et nous reviendrons sur ce reportage de Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. Un mot de religion pour terminer. Jean-Louis, cardinal Touran, deuxième personnalité du Vatican, effectue une visite en Côte d'Ivoire les 13 et 17 mars prochains. En prélude à cette visite, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque métropolitain de Korogo, a donné les raisons de cette visite. On fait le point avec Grace Kando. Son Éminence Jean-Louis cardinal Touran, président du Conseil pontifical du dialogue interreligieux au Vatican, sera en Côte d'Ivoire du 13 au 17 mars prochain. Les temps forts de la visite du nouveau carméline de l'Église catholique universelle. Samedi, le cardinal passera à l'UCAO pour saluer le président de l'UCAO,
le corps professoral et les étudiants. Et l'après-midi du samedi, le cardinal se rend à Korogo où nous avons la célébration des 110 ans de l'arrivée de l'évangile dans le nord et précisément à Korogo. Dimanche 15, nous aurons la grande célébration eucharistique à 10h30 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Et puis le lendemain, le cardinal revient en Abidjan à 12h. Le cardinal rendra une visite de courtoisie au président de la République. En tant que président du Conseil pontifical, Jean-Louis Cardinal Tauran aura un message à l'endroit des différents guides religieux. Il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, les gens prient beaucoup. Et quand on reçoit une grande autorité qui vient du Vatican, c'est pour nous dire, mes chers amis, Dieu est au centre de notre vie. Il ne faut pas l'oublier, quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons. Et puis, inviter aussi les différents guides religieux à se mettre d'accord pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des élections apaisées. Son éminence Jean-Louis Cardinal Tauran est la deuxième personnalité du Vatican. Il gère les affaires courantes en cas de vacance du pouvoir. C'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.